On est en forme, on a notre petite bière, une Saint-Felien, un grand cru à disposition. Hmm. Un livre, comme vous pouvez le constater. Je suppose que quand je vais le retourner, vous n'allez pas pouvoir lire dans le détail ce qui est écrit, mais néanmoins, vous aurez la chaleur du livre. Vous savez que j'aime en général au moins vous offrir de, de participer en quelque sorte au fait que j'ai un livre entre les mains, le contact avec la chose, avec l'objet livre. Voilà, vous ne le touchez pas, vous ne le sentez pas, mais c'est un vieux livre celui-ci. Oui, c'est un vieux livre. Il y a par endroits un peu comme je ne veux pas dire de la crasse, mais de la poussière de livres qui subsiste à beaucoup d'endroits. On voit que la coupe un peu irrégulière comme ça, euh, le livre, le papier qui a jauni évidemment, tout cela vous voyez quand même à l'écran. Papier qui est quand même fort endommagé à certains endroits. On peut le voir là au début. Hein, ça a un petit peu pris l'humidité quelque part là où c'était entreposé autrefois. Ça fait longtemps que j'ai ce bouquin, mais quelques années. Je l'ai eu très rapidement. Je sais qu'il s'arrache à prix d'or, en tout cas dans sa version originale. Il s'arrache à prix d'or sur pas mal de sites de vente. Hein. J'ai déjà vu à 150 euros par exemple. C'est assez provocateur, on va dire. Euh, J'ai eu la chance de le trouver à un prix tout à fait honorable dans une quelconque librairie d'occasion il y a déjà très longtemps. Et je suis content de l'avoir. Sachez que c'est tout récent, il a été réédité en vérité par Posidonia. Voilà, la news est tombée il y a quelques jours. Paf, Posidonia nous annonce que il réédite jeu de rôle. Alors la couverture, est-ce que ouais, je vais vous la montrer. Attendez, je vais vous trouver ça. Je dois pouvoir vous afficher la page web. Attendez, voir ça. Je vais vous afficher la couverture de la réédition. Il va falloir que je la retrouve déjà pour commencer. Donc, jeu de rôle de Gildas Sago. Jeu de rôle, tout savoir sur les jeux de rôle et les livres dont vous êtes le héros, évidemment. J'allais pas vous parler que de jeux de rôle, hein. Je vais vous parler de livres dont vous êtes le héros, évidemment. Il n'y avait pas d'entourloupe sur cette question. Je vais essayer de vous retrouver donc la couverture, la nouvelle couverture de Posidonia. C'est fait. Donc, tant que je suis sur l'écran large de la page web, je vous le laisse et je vous fais profiter en super gros plan de la news. Voilà, je clique dessus pour avoir un meilleur aperçu. Jeu de rôle, voilà, jeu de rôle, le Gildas Sago. On a gardé que le grand titre. On pourra comparer avec la couverture, on a gardé que le grand titre. La quatrième de couverture est reproduite quasiment à l'identique, hein, avec évidemment le logo de Posidonia, bien entendu. Et tout ceci au prix de 14,90 €. Autre chose que ce qui se trouve actuellement sur le web. Voilà, d'ailleurs, on le voit toujours sur mon overlay. C'est parfait, c'est magnifique. Alors, à l'identique, ouais, c'est vrai que j'ai été un peu vite en besoin à l'identique. C'est vrai que je m'attendais à voir. On va comparer en direct. Hein, voilà, voilà, là, on a une couverture fond blanc avec le titre qui est repris et le sous-titre. Alors, pour le coup, qui est repris non pas en couverture comme c'est le cas pour l'original, mais en quatrième de couverture, avec la photo de Gildas Sago qui doit être probablement une des seules photos qui circulent dans tout le web. Je crois même que c'est la photo qu'on utilise sur le blog. Le résumé qui est précédé d'une indication. Hein, ce livre est la réimpression de l'ouvrage aujourd'hui quasiment introuvable, qui fut le premier livre présentant ce phénomène nouveau qu'était le jeu de rôle dont vous êtes le héros. Le premier livre. Donc, au cas où j'avais encore un doute sur la question, en tout cas, Posidonia est du même avis que moi, c'est bel et bien le premier livre, la première monographie, en tout cas en français, publiée sur le sujet des livres dans notre héros très certainement, et même sur le sujet des jeux de rôle. Il n'y avait pas d'autres monographies avant celle-ci, donc 1986, chez Gallimard. À savoir que Gilles Dassago est lui-même auteur de livres-jeux, vous le savez, j'en ai fait une vidéo, on a streamé l'une de ses aventures. J'ai moi-même écrit aussi un article pour le marteau sur sa série Métamorphose. Donc il a écrit série Métamorphose qui est inachevée, 2 tomes sur 4.
écrit une série de 2 fois 4 volumes qui est Défi et Sortilège, hein, dont une partie peut se jouer à 1 ou à plusieurs, jusqu'à 4, et on vit une aventure en simultané et on peut interagir à certains moments. Et les 4 tomes qui suivent, les 4 tomes suivants se suivent et racontent l'histoire de 4 protagonistes que l'on peut diriger à tour de rôle si on le souhaite. On en avait fait un, le premier, qui lui-même est réédité chez Scriptarium, hein, qui compte bien rééditer la série complète, en tout cas la série avec les héritiers de Dorgan et tout ça, donc le groupe de 4 héros qui peut être guidé. Cette série-là, en tout cas, sera rééditée dans son intégralité, et pour les autres, pour les 4 précédents, je ne sais pas s'ils vont l'incorporer dans un cycle ultérieur ou pas. Ceci dit, ou cela dit plutôt, c'est parenthèse fermée. Donc, voilà, je vous continue la lecture de ce qui marque un quatrième de couverture. Depuis quelques années, gobelins, orques, redoutables guerriers et sorcières maléfiques ont commencé à envahir la France. On est à une autre époque, hein. D'étranges dés à 4, 6, 8, 10, 12 et même 20 faces cahotent et roulent sous les directives de sévères meneurs de jeu. Les écrans des ordinateurs, les journaux, les livres surtout, n'ont pas résisté à ce phénomène d'un nouveau genre, le jeu de rôle. Des dizaines de milliers de joueurs le pratiquent aujourd'hui. Mais qui sont ces joueurs? À quoi jouent-ils exactement? En fait, qu'est-ce que le jeu de rôle? Que sont les livres dont vous êtes le héros? Le premier à devoir se poser ces questions pour le compte des Gallimard. C'est à ces questions que veut répondre cet ouvrage, le premier, consacré à cette nouvelle forme de jeu. D'ailleurs, il le disait même à l'époque, il s'annonçait lui-même, j'avais loupé cette info, qui est pourtant élémentaire, il s'annonçait lui-même comme premier ouvrage du genre. Alors, il y a une petite mention sur l'original, là, je vous remets la caméra. Il y a une petite mention supplémentaire qui concerne Gilles Lassago, qui est sur la couverture originale, qui n'a pas été reprise ici. Peut-être qu'elle est reprise à l'intérieur, peut-être qu'il y a une petite page de biographie sur Gilles Lassago, je ne sais pas. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas si le livre est reproduit complètement à l'identique ou bien s'il y a l'un ou l'autre goodie dedans. Donc Gilles Lassago, né en 1958, hélas décédé donc, il y a quelques années, hein. Diplômé de l'université Paris-Dauphine, est un passionné de jeux, journaliste. Il a publié de nombreux articles sur le jeu de rôle dans les plus importantes revues spécialisées. Et si vous voulez en savoir plus sur Gilles Lassago, je vous invite à jeter un œil à ma vidéo que j'ai sortie il y a quelques temps sur le sujet. Je vous montre rapidement ceci. Voilà, j'avais fait une petite vidéo sur Gilles Lassago, sur ses différents ouvrages, et notamment la série qu'on avait commencé à streamer sur les héritiers de Dorgan et compagnie. Où est-ce que j'ai mis cette vidéo? Elle doit être dans Ludologie, probablement, ou pas. Ça, c'est le comble, je ne me retrouve pas dans mes propres vidéos. Alors, est-ce qu'elle est dans Ludologie? Non, elle n'est pas dans Ludologie. Elle est quelque part, si vous voulez la retrouver. Si on tape Gilles Lassago, peut-être dans mon propre... Tiens, si je tape Gilles Lassago sur YouTube, c'est la honte, je vais chercher Gilles Lassago sur YouTube, il va sûrement me montrer ma propre vidéo. Voilà, qui est ici, Focus Livre-Jeu. Où est-ce que j'ai rangé ça? Focus Livre-Jeu, Gilles Lassago. Donc je vous invite à voir cette vidéo qui fait une quarantaine de minutes et qui en dit un peu plus long sur l'auteur lui-même, sur ce qu'il a fait d'autre dans sa vie. On ne sait pas grand-chose, c'est un personnage qui est quand même assez discret, il n'y a pas beaucoup d'informations sur lui sur le web. J'ai, je pense, compilé tout ce que je pouvais et je l'ai balancé dans cette vidéo que vous pouvez aller consulter allègrement si le sujet vous intéresse. Parenthèse refermée, seconde parenthèse fermée. Et salut à tous, salut à ceux qui débarquent, salut Inflas, comment vas-tu? Et salut Greenhunter, je t'ai loupé, excuse-moi. Et donc voilà, aujourd'hui, je comptais, pour célébrer donc la sortie de la réédition chez Posidonia, que je viens de vous montrer à l'instant, donc pour célébrer la réédition chez Posidonia de ce magnifique ouvrage qui finalement fait surtout date, hein, dans le sens où c'est le premier du genre, donc c'est intéressant de l'avoir d'un point de vue historique, si on est passionné par l'histoire du sujet. Si on collectionne les livres dont vous êtes le héros, c'est absolument indispensable d'avoir la première monographie qui précède évidemment de nombreuses années, celle qui va sortir donc par Raphaël Lucas, qui va sortir, pour rappel,
aux éditions Third, je pense, cette édition, qui écrit donc sur l'histoire des livres dont vous êtes le héros, et uniquement de ça, on ne parlera pas de jeu de rôle. Je trouvais que avant la sortie de ce bouquin qui est prévu pour le 18 mai et pour célébrer la réédition de celui-ci, qui fait sûrement écho au bouquin de Raphaël Lucas, hein, j'imagine que c'est pas non plus anodin que ce soit sorti quasi en même temps, eh bien je me disais, est-ce qu'on se plongerait pas dans l'original, dans le bouquin, relire l'extrait, découvrir ou redécouvrir, hein, je ne sais pas parmi vous, ceux qui ont ce bouquin, ceux qui ont eu la chance de le parcourir, je ne sais pas s'ils sont nombreux. Je pense que toi, Jules, si je me rappelle bien tes commentaires sur la page Facebook, je pense que tu ne connaissais pas l'ouvrage. Bien voilà, c'est l'occasion de le découvrir. Et donc, je voulais vous lire le passage qui concerne les livres dont vous êtes le héros, tout simplement. Alors, vous voyez que c'est une présentation assez old school, avec les titres, les chapitres qui sont vraiment... un chiffre avec un slash suivi d'un... Enfin, c'est pas vraiment un slash, je sais plus... Si, c'est un slash. 2 slash l'origine du jeu de rôle en France, voilà. La présentation est assez old school, évidemment. C'est un bouquin qui date, hein, des caractères en gras, des titres soulignés. C'est quelque chose qu'on ne voit quasiment plus dans la littérature, les titres soulignés. Voilà, un chapitre sur les jeux, sur micro-ordinateur aussi, ce qui n'est pas annoncé en couverture, ni dans la 4e de couverture, on l'évoque très fébrilement, mais en fait, il y a 3 chapitres, un chapitre sur les jeux de rôle, un chapitre sur les livres dont vous êtes le héros, et un chapitre sur les micro-ordinateurs, et je pense qu'il y a même un 4e chapitre. Ah non, c'est pas un 4e chapitre, c'est carrément une 2e partie, voilà, c'était première partie avec 3 chapitres, puis 2e partie, les mondes imaginaires, où là, il est question d'expliquer un peu où les auteurs des jeux de rôle et des livres dont des héros puisent leur imagination, quoi. Quelles sont leurs sources? On va parler un peu de Tolkien, de Conan le Barbare, voilà, de tout ce qui sert de... voilà, le space opéra, on va parler des classiques de la littérature du space opéra, hein, Burroughs, tout ça, voilà. On va expliquer un peu d'où viennent ces auteurs, d'où vient le concept. Je vois qu'on parle de Moorcock, Jack Vance, voilà. Les classiques, pour que ceux qui ne connaissent absolument pas à l'époque, il faut se dire 1986, jeu de rôle, ça reste quand même quelque chose qu'on découvre encore, les personnes qui découvraient, qui voulaient en savoir plus, pouvaient aussi comprendre dans quel monde, dans quel milieu culturel baignaient les personnes qui pratiquaient cette activité. Qu'est-ce qu'on a là? Donc, chapitre 2, le livre-jeu, les origines du livre-jeu. Je propose de commencer par ça, voilà. Donc, l'Inflationiste, c'est un ouvrage très sobre. Sobre. Déjà, Sago est quelqu'un de très sobre en lui-même, je trouve. C'est un personnage qui est très discret, très sobre. Donc, ce n'est pas surprenant que les ouvrages qu'il faisait écrire aient quelque chose de sobre. Et effectivement, il y a quelque chose d'assez, oui, comme tu dis, d'assez sobre. C'est pas prétentieux, il prétend pas savoir mieux que tout le monde le sujet, d'en mettre plein la vue ou quoi. Non, il donne des faits, il explique, il a quelques sources. Il était lui-même journaliste, hein, il avait écrit, avant d'écrire le bouquin, il avait écrit des articles sur le jeu de rôle pour le magazine Jeux de Stratégie, je pense, ou un truc du genre. Et il connaissait déjà son sujet, bien entendu, c'est pour ça que Gallimard a fait appel à lui pour écrire ce bouquin, bien entendu. C'est marqué livre-jeu et pas livre dont vous êtes le héros. Tu veux dire quoi? C'est marqué livre-jeu et pas livre dont vous êtes le héros. Où ça? De quoi parle-t-on? J'ai loupé quelque chose. On n'a pas encore commencé. Ah, Ronan, je t'ai pas dit bonjour. Je ne sais plus. Je sais plus à qui je dis bonjour. Alors. Ah oui, le livre-jeu, tu veux dire dans le chapitre. Le titre du chapitre. Oui, bien sûr. Remarque très intéressante, vu le débat qu'on a abordé sur le jargon. Hein, on a un titre qui dit évidemment tout savoir sur les jeux de rôle et les livres dont vous êtes le héros. C'est logique, on est en 86, le bouquin est édité par Gallimard. C'est évident qu'on va mettre en avant qu'on parle des livres dont vous êtes le héros, comme ça les gens savent. Ils ont la référence directe, puisque c'est une référence interne à l'éditeur. Ça me paraît évident. Maintenant, l'auteur choisit dans le titre de chapitre de dire le livre-jeu et non pas le livre dans le bureau, probablement parce qu'il va en retracer l'histoire. Et vous allez voir qu'en 86, on savait que dalle sur le sujet. Voilà. Vous allez voir ça. Les origines du livre-jeu. Donc, dès 1967, Raymond Queneau, romancier et poète, écrit et publie un conte qui permet au lecteur d'intervenir dans un récit et de choisir le déroulement de son histoire. Esprit singulier et subversif, amoureux des jeux de mots et des délires logiques,
Queneau avait mis au point, sans même s'en douter, les principes de construction d'un nouveau genre littéraire, ni chapitre, ni trame rigide, mais des paragraphes et une succession de récits parallèles. Récits parallèles, on a dit. Un conte à votre façon est composé de 21 paragraphes numérotés et débute par l'énoncé d'une question étonnante. 1. Désirez-vous connaître l'histoire des 3 alertes petits pois? Si oui, passez à 4, sinon, passez à 2. Le lecteur-joueur, est immédiatement placé au cœur de l'action. S'il veut en savoir plus, il doit lire le paragraphe 4, sinon, il lira le paragraphe 2. Son choix détermine la suite donnée au récit. Prenons l'exemple d'un lecteur qui n'apprécie guère les histoires de petits pois. Alors on ira au 2. Préférez-vous celle des 3 minces grands échalas? Si oui, passez à 16. Sinon, passez à 3. Petit pois ou échalas, notre lecteur préfère passer en 3. Et donc là, Sago, il va jusqu'au bout, il explique vraiment, il veut que le lecteur comprenne comment ça marche. Paragraphe 3. Préférez-vous celle des 3 moyens médiocres arbustes? Si oui, passez à 17. Sinon, passez à 21. Les 3 moyens médiocres arbustes n'inspirent guère le lecteur. Il passe au paragraphe 21. Et il continue. 21. Et on nous dit, dans ce cas, le conte est terminé. Il faut dire que notre lecteur n'a vraiment rien fait pour s'y intéresser. Il n'a plus qu'à recommencer le conte en choisissant de nouvelles options. Il passe du paragraphe 1 au paragraphe 4. L'histoire des petits pois débute par « Il y avait une fois 3 petits pois vêtus de vert qui dormaient gentiment dans leur cosse. » Il passe les paragraphes 1, 2 et 16. Le récit commence par « 3 grands échalas, les regardent faire ». Donc là, on a une différence de point de vue. En fait. À un moment donné, on peut suivre l'histoire des 3 grands échalas, ou alors on a les 3 grands échalas qui regardent l'histoire des 3 petits pois. C'est marrant. Il passe par les paragraphes 1, 2, 3 et 17. Cette fois, ce sont 3 moyens modestes arbustes qui les regardent faire. Publié dans un recueil intitulé Contes et propos, beaucoup plus tard, il est sorti autrement avant, un conte à votre façon permet à son lecteur de participer à l'élaboration d'un récit baroque et absurde dont il n'est en définitive que le jouet. Aujourd'hui, si le principe de construction du livre reste inchangé, le livre-jeu a pourtant considérablement évolué. L'univers surréaliste de l'auteur est abandonné au profit des mondes imaginaires hérités de la littérature fantastique. Une évolution qui dépasse le cadre du récit pour remettre en question le rôle du lecteur. Au lecteur jouet, d'un conte baroque et délirant se substitue le lecteur-joueur d'une épopée fantastique. Au divertissement littéraire succède l'aventure du lecteur devenu héros. Dans ce dernier paragraphe, rien que le dernier paragraphe que je viens de lire ici, il y a un condensé d'informations théoriques qui sont hyper intéressantes, pas nécessairement toutes pertinentes, je trouve, mais hyper intéressantes à prendre en compte. Ne serait-ce que l'expression de lecteur-jouet, il y a lecteur-jouet, lecteur-joueur. On l'utilise encore aujourd'hui, ça, lecteur-joueur. On parle toujours de lecteur-joueur. On parle même maintenant de joukineur, bien souvent, pour faire vraiment le lecteur et c'est bouquin et jouet, quoi, vous aurez compris, joukiner, jouer avec un bouquin. Et là, on a le lecteur jouet. Parce que le lecteur jouet d'un conte baroque. Dans le sens, Raymond Queneau, il écrit, il s'amuse avec le lecteur. Et l'interaction qu'il a avec son lecteur, enfin le contact qu'il cherche avec le lecteur, c'est un peu de le balader, et de faire un truc un peu drôle, et de l'envoyer sur une histoire surréaliste. C'était le courant littéraire qui était le sien. Et là, il parle de lecteur jouet. Je trouve le concept intéressant. La différence entre un lecteur jouet qui devient de quelque chose finalement de passif, quelque part. Dire de quelqu'un que c'est un jouet, c'est un peu dire qu'il est agi par quelqu'un d'autre. Et il dit non, après, les livres dont les héros, on a la possibilité d'être acteur de l'histoire. Et il dit aussi que au divertissement littéraire succède l'aventure du lecteur devenu héros. On pourrait penser qu'on quitte la littérature pour arriver dans l'aventure, dans le ludisme. Voilà. On a le débat qui s'ouvre. Est-ce qu'on est toujours dans de la littérature?
Mais on parlait de divertissement littéraire. Donc, quelque part, la littérature reste un divertissement. Ou est-ce que c'est juste Raymond Queneau qui était considéré comme du divertissement littéraire? C'est un bout de phrase qui il y a probablement pas pensé comme moi je le décortique là maintenant, mais c'est un bout de phrase qui peut être décortiqué dans tous les sens. On peut en faire une dissertation, ce truc. On continue. Les origines du succès des livres-jeux. Steve Jackson et Ian Livingstone, à ce jour co-auteur de 25 livres-jeux traduits dans 11 langues, forment le couple le plus célèbre du monde des jeux. Intéressant comme déclaration. Originaire du Cheshire, du Cheshire, je ne sais pas comment on va prononcer, évidemment, oui, on va dire ça. Pays natal d'Alice et des chats au sourire de Joconde, Steve et Ian sont des amis d'enfance. Ils fréquentent le même lycée, lisent beaucoup de livres de science-fiction et d'horreur, et se disent fortement influencés par Jules Verne et Tolkien. À un moment séparés par leurs études, Steve reçoit une double formation de biologiste et de psychologue à l'université de Kiel. Et Ian suit un enseignement de marketing publicité au collège de Stockport. Ils se retrouvent en 1973 et travaillent alors tous deux au sein d'une grande compagnie pétrolière. Passionnés de jeux de longue date, ils pratiquent assidûment les jeux de la société Avalon Hill, le jeu de diplomatie, et un wargame très connu des amateurs, Stalingrad. Nous sommes à la fin des années 60. Les futurs auteurs des livres dont vous êtes le héros établissent leur premier contact avec la presse spécialisée dans le domaine des jeux. Ian collabore à cette époque à la rédaction du magazine américain Albion, spécialisé dans les wargames et diplomatie, tandis que Steve écrit pour une revue de jeux anglaise qui s'appelle Games and Puzzles. Fort de cette expérience, c'est en 1974 que Steve et Ian s'installent à Londres, où ils créent quelques mois plus tard un fanzine. Et il précise, ici, il se sent le besoin de préciser, ou alors c'est peut-être l'éditeur qui lui a demandé de rajouter, de préciser entre parenthèses ce que c'est qu'un fanzine. Un magazine de fanatiques. Aujourd'hui, on le tournerait plus de cette façon, je pense. Parce que le fanatisme, le mot fanatique, je pense, a pris une saveur quelque peu discutable, on va dire, qui n'est plus du tout au bout du jour. Donc, quelques mois plus tard, désolé, j'ai la gorge un peu sèche peut-être, quelques mois plus tard, un fanzine multijeu nommé Owl and Weasel, le hibou et la belette. J'ai sûrement découpé ma phrase un peu bizarrement, en m'interrompant moi-même. C'était fort de cette expérience. Ouais, fort de cette expérience, en 74, il s'installe à Londres et il crée le fanzine en question qui parle des jeux, de manière générale. Une année plus tard, en 75, encore des cultistes, Ronan, tout à fait. En 1975, le premier Games Day se déroule à Londres. La manifestation attire 1000 visiteurs, un succès qui décide Steve et Ian à fonder une société dont le but serait de vendre par correspondance les jeux introuvables dans les boutiques. Santé. La société Galactic Games, puis Games Garage, et enfin Games Workshop est créée. Elle établit rapidement un catalogue permettant aux amateurs d'acquérir de nombreux jeux en provenance des États-Unis. Après un bref transfert par le siège social de Games Workshop, l'appartement de nos deux compères. C'est au 6e numéro de Owl and Weasel en 1977 que Ian et Steve découvrent Donjons et Dragons. Le coup de foudre. Ils lancent aussitôt un nouveau magazine intitulé White Dwarf. Et ils mettent en parenthèse le nain blanc. Entièrement consacré à leur récente découverte. Peu de temps après, en 78, ils ouvrent leur premier magasin, se spécialisent dans les figurines Citadel, et commencent à vendre les jeux qu'ils éditent. La société Games Workshop se développe ainsi progressivement pour atteindre aujourd'hui une taille plus que respectable avec 7 boutiques et 120 salariés. Donc ça c'est en 86. Je crois qu'il y a la lumière qui flash. Ah, ça s'éteint. Je ne sais pas dire pourquoi à certains moments la lumière fait des éclats comme ça sur des vibrations. Alors, je ne change rien dans mon éclairage. Le travail de Steve et Ian
Un ordinateur et beaucoup d'imagination permettent la création en 81 de leur premier livre-jeu, Le sorcier de la montagne de feu. Les éditions Penguin éditent ce drôle de livre en 82. Le succès ne se fait pas attendre. 20 000 exemplaires sont vendus en l'espace de un mois en Grande-Bretagne et 8 millions en l'espace de 4 ans pour les 25 titres parus à ce jour, dont plus de 2 millions en France et 500 000 au Japon. De projets, nos deux auteurs, des projets, pour l'interrogation, nos deux auteurs n'en manquent pas. Et écrire de nouveaux livres-jeux, tout en essayant de toujours renouveler le genre. Ça dépend pour qui. Mais aussi continuer à vendre les jeux qu'ils éditent eux-mêmes. Alors là, ici, une série de jeux qui, à mon avis, aujourd'hui, ne disent absolument plus rien à personne, à peu de choses près. Warrior Knight, Judge Dredd, Battle Cars, Four Winds Valley, Warlock, Doctor Who, Railway Rivals. Sans oublier les jeux déjà traduits en français. Talisman, Paranoia et Cosmic Encounter. C'est marrant, Cosmic Encounter, ça me dit quelque chose. Alors, est-ce que le Cosmic Encounter que je connais est une réédition de ce vieux machin, une modernisation, ou est-ce que c'est une coïncidence? Je connais un jeu de société qui s'appelait Cosmic Encounter, mais je me demande si c'est le même. Paranoia, ça c'est un jeu de rôle, effectivement, où on joue dans un monde qui est dominé par l'ordinateur, je crois, un truc comme ça, et alors chaque joueur reçoit des ordres, où le but final c'est d'un peu trahir tout le monde, un truc un peu paranoïaque comme ça, quoi, où tout le monde devient parano. Les autres, je ne connais pas spécialement. Talisman, je sais qu'il y a un jeu de société qui s'appelle Talisman, mais est-ce que c'est le même? Encore une fois, là, rien n'est moins sûr. Une seule ombre au tableau de l'exceptionnelle réussite de Steve et Yann, leurs livres-jeux n'ont pas véritablement percé sur le marché américain, déjà largement fourni en livres-jeux avec les Endless Quest de la société TSR. Donc ici, lui, il prend en référence non pas Choose Your Own Adventure, c'est marrant, mais il prend directement en référence les Endless, je vais y arriver, Quest, qui, souvenez-vous, sont les livres-jeux de TSR, donc issus de Donjons et Dragons. Voilà. Donc il dit que, parce qu'il y avait déjà Endless Quest sur le marché américain, les sorciers de la montagne de feu et consorts n'ont pas vraiment percé. Voilà. Est-ce que l'aspect règle, est-ce que les Américains étaient à ce point allergiques aux règles compliquées? Je sais bien qu'il y a eu toute une époque où on faisait des films simplifiés au cinéma, des versions simplifiées pour le public américain. Je sais pas si le public américain est foncièrement simplet, c'est méchant de dire ça, mais voilà, c'est l'idée que ça laisse. Mais bon, j'en sais rien en fait. Hein, je sais pas du tout pourquoi ça marchait pas, pour quelle raison. Le livre-jeu en France. En France, tout commence en 83, lorsque la correspondante de la société Gallimard Jeunesse à Londres transmet à Paris le premier livre-jeu de Steve Jackson et Ian Livingstone. Jusqu'alors, seuls quelques explorateurs avaient pu découvrir dans des magasins spécialisés les premiers exemplaires de ces livres qui seront qualifiés plus tard d'interactifs. Alors lui, il met le mot. Lui, il n'hésite pas, il met le mot, il met interactif. Il n'y avait pas encore à son époque, 86, autant, je pense, d'interactivité avec les ordinateurs. Mais à mon avis, il devait pas y avoir. Le mot n'avait pas encore peut-être été teinté de cette substance informatique, ce côté cyber, comme ça, faut voir. Un magasin spécialisé, premier exemplaire qualifié plus tard d'interactif, à mi-chemin du roman et de l'organigramme informatique. Il parle d'organigramme informatique. Ça doit être une notion savoureuse aussi qu'il faudrait analyser à la lumière des années 80. Il s'agissait des quêtes sans fin de Donjons et Dragons, donc Endless Quest, édité en France par les éditions Solar. Décidé à faire partager sa découverte au grand public et emballé par cette nouvelle forme de lecture, l'équipe de Gallimard Jeunesse décide de publier Le sorcier de la montagne de feu. Ah ouais, donc en 83, j'ai lu tout ça, hein, mais je ne retiens pas tout, et parfois je suis frappé par des détails qui me disent, tiens, je l'avais pas réalisé. Décidé à faire partager sa découverte au grand public et emballé par cette nouvelle forme de lecture, l'équipe de Gallimard Jeunesse donc, décide de publier sur la montagne de feu. 15 000 exemplaires sont édités dans la collection Folio Junior et distribués en librairie. Donc aujourd'hui, Folio Junior, le nom n'apparaît plus, la collection, je pense, est dissoute, elle n'apparaît plus n'existe plus en tant que collection, quoi.
Ils seront épuisés en l'espace de 2 mois. La réimpression du titre dans les mêmes conditions connaîtra un résultat identique. Le constat est étonnant. Sans effort publicitaire particulier, la formule du livre-jeu provoque une réaction immédiate des jeunes lecteurs. De bouche à oreille, des lycéens et des universitaires sont informés de l'existence du sorcier de la montagne de feu. En somme, comme nous le précise l'un des responsables de Gallimard Jeunesse, le lecteur, citation, le lecteur fait lui-même le succès des livres-jeux. Je ne sais pas si le bouche à oreille aurait aussi bien fonctionné aujourd'hui. Là, apparemment, sans les réseaux sociaux, c'était le bouche à oreille des étudiants qui faisait le taf. Après ce premier titre, l'attente des lecteurs est éveillée. 6 nouveaux titres sont alors édités. Ils débutent la collection des livres dont vous êtes le héros. À ce jour, chacun d'eux s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires, environ 200 000 pour le sorcier de la montagne de feu. Une collection qui précède de quelques mois la sortie d'une deuxième collection destinée aux cadets et intitulée Le Challenge des étoiles. Le marché des livres-jeux connaît un essor sans précédent dans le domaine de la littérature pour la jeunesse, à tel point que Gallimard Jeunesse envisage avec sérénité la sortie d'un 100e volume. Après Gallimard Jeunesse et Solar, 2 nouveaux éditeurs se lancent sur le marché du livre-jeu, Hachette Jeunesse, la saga du prêtre Jean dans la collection Haute Tension, et Presse Pocket, collection Histoire à jouer, que l'on ne présente plus et également réédité par Posidonia. Qu'est-ce que le livre-jeu? On arrive enfin à des choses sérieuses. Je ne dis pas que ce que j'ai lu précédemment n'était pas sérieux, mais c'est vrai que c'était intéressant, c'était des données historiques intéressantes. Qu'est-ce que le livre-jeu? Il ressemble à des livres, et lui dit ressemble à des livres. Donc pour lui, c'est que c'est pas vraiment des livres. Alors s'il dit qu'il ressemble à, quand on ressemble à quelque chose, on n'est pas cette chose. Se vendent sur les mêmes rayonnages, mais ne se lisent pas comme des livres. Parce qu'il y a une façon de lire un livre. Là, je pense qu'il s'en mêle les pinceaux dans la théorie. Je pense qu'il ne réalise pas qu'il dit des bêtises. Je pense. Né du mariage de Tolkien et d'un ordinateur, né du mariage de Tolkien... voilà comment Gildas Sago définit le livre dont vous êtes le héros. Voilà. Né du mariage de Tolkien et d'un ordinateur, le livre-jeu donne un meilleur rôle à son lecteur, celui du héros d'un roman d'aventure. Loup solitaire, loup ardent, il a oublié Astérisque et loup ardent, sacrilège. Prêtre Jean, Conan le barbare ou mousquetaire du roi, quel que soit le nom de votre héros et le contexte de l'aventure, vous devrez, par son intermédiaire, réaliser une quête au péril de votre vie en surmontant les pièges tendus par le récit. Je dis ça, je dis rien, mais sur les 1, 2, 3, 4, 5 références qu'il donne, il y en a 2 qui sont des références de barbares quand même, hein, Loup ardent et Conan le barbare, qui sont un peu des clones. Je dis ça, je dis rien. 1. À votre héros, prêt, point d'interrogation, partez, point d'exclamation. Les premières pages des règles d'un livre-jeu permettent à son lecteur-joueur de créer le héros qu'il va introduire dans le récit. Introduire le héros dans le récit. Je ne sais pas si la formulation est tout à fait exacte. La méthode employée pour donner vie à l'acteur principal de l'aventure est identique pour tous les livres-jeux. Le lecteur-joueur doit se munir d'un crayon, d'une gomme et de dés, puis reporter sur une des pages du livre-jeu appelée feuille d'aventure ou feuille de personnage le résultat de quelques lancers de dés. C'est l'instant fatidique de la détermination des forces et des faiblesses de votre héros. Quelle sera son aptitude au combat, sa capacité à supporter des blessures? Les lancers de dés façonnent le héros en attribuant des valeurs numériques à ses aptitudes physiques comme l'habileté, et non pas l'habilité, comme j'entends très souvent dans plein de vidéos de plein de vidéastes différents. Habileté, avec un E, pas confondre avec l'habilité sans H, qui n'est pas le même mot qui ressemble. En nombre toujours limité, un héros en possède rarement plus de 3. Les caractéristiques sont utilisées en cours de jeu pour mesurer l'état de santé du héros, l'endurance ou évaluer ses chances de réaliser certaines actions, par exemple toucher un adversaire lors d'un combat. En parenthèse, l'habileté. Mais ce n'est pas tout. Votre héros n'est pas héros pour rien. En règle générale, il possède quelques talents qui le placent en marge du commun des mortels. Sur ce chapitre, chaque livre-jeu fait référence à l'univers du récit.
Sortilèges magiques, techniques guerrières adaptées à un monde médiéval ou technologique, l'éventail est large et limité par la seule imagination des auteurs. En cours de jeu, le lecteur utilisera les talents de son héros pour réaliser une action, se sortir d'un mauvais pas, surprendre un adversaire. Il ne reste plus alors qu'à l'équiper. Certains livres lui fournissent son matériel d'expédition. Ah, il dit livre, il a dit livre. Il a dit livre, alors c'est des livres. Il se contredit. Ça ressemble à un livre ou ça, un livre? Il faut trancher. Certains livres lui fournissent son matériel d'expédition, d'autres lui attribuent une somme d'argent qu'il utilise, tout ou partie, pour acheter lui-même son équipement, armes, armures, nourriture, objets magiques, etc. Récapitulatif des informations indispensables en cours de jeu, la feuille d'aventure permet également aux joueurs d'effectuer leur suivi. Le joueur perd possession d'un objet, il le raye de la liste des objets possédés par son héros. Il trouve un médaillon, il peut à son choix le placer dans son sac ou autour de son cou. Alors, Ronan nous dit ah, salut Kaltir. De toute façon, on n'a jamais d'habilité quand c'est Sam qui lance les débats. Oui, ça, je ne te le fais pas dire. Je ne te le fais pas dire. Vous voyez comme ici, il est quand même assez précis, quelque part. Hein. Il aborde vraiment le sujet, parce que pourtant lui-même, il est connaisseur, il en écrit, et il connaît le jeu de rôle, il connaît le sujet. Il prend suffisamment de distance quand même, je trouve, pour arriver à donner des explications qui sont très claires, et vraiment comme si lui-même, il avait tout à apprendre du sujet, qu'il avait mené l'enquête pour décortiquer au maximum et pour donner toutes les infos qu'il trouvait. Il a vraiment pris la peine, je trouve, de s'adresser à un public complètement inculte en la matière. Je trouve que cette description qu'on vient de lire ici, sur le mécanisme fondamental du livre, des règles de livre-jeu classique, je trouve qu'il s'y est pris vraiment d'une main de maître pour expliquer ça avec quelques mots très simples, comme nous le disait Linfast tout à l'heure, très sobrement, quoi. Mais c'est efficace, et je pense que ce serait difficile de le faire mieux que lui. L'aventure. Équipé de pied en cap, votre héros est fin prêt pour partir à l'aventure. Mais avant de débuter, le lecteur doit apprendre les règles du jeu afin de pouvoir simuler l'intervention de son héros dans le déroulement d'un paragraphe. J'en profite pour rappeler à ceux qui viennent de débarquer que j'en profitais donc de lire un passage de l'ouvrage de Gilles Lassago, Jeux de rôle, tout savoir sur les jeux de rôle et les livres de Cléro, sorti en 86, parce qu'il est actuellement, il a été réédité par Posidonia. Vous avez sûrement tous, ou pratiquement tous, vu l'info sur les réseaux sociaux. Je vous la remonte rapidement pour ceux qui ont loupé l'info. Voilà, donc Jeux de rôle de Gilles Lassago, réédité par Posidonia, avec une nouvelle couverture. Texte à l'identique, à peu de choses près, la quatrième de couverture, quoi, qui diffère un peu, mais voilà. La couverture en grand, peut-être on va pouvoir en profiter. Je ne sais plus qui est l'illustrateur. Je n'ai pas bien regardé, probablement que l'info est quelque part. Ça reprend quand même la thématique de la couverture initiale. Hein. On a quand même quelque chose de très similaire dans les tons, dans la thématique. C'est un personnage sur un cheval avec une arme qui évoque aussi le bâton de magicien. On a quand même quelque chose de fort proche dans par rapport à l'original. Celle d'origine est de... comment il s'appelle déjà? Comment s'appelle-t-il déjà celui-là? Je l'aurais dit 100 fois, Peter Andrew Jones. Voilà. Celle de la réédition, je n'ai pas l'info. Je n'ai pas l'info ici, en tout cas. Si quelqu'un le sait, il peut le dire. Moi, je ne l'ai pas. Ici. Gandalf. Pour toi, c'est Gandalf? Alors, lui qui aime Tolkien, logique qu'ils s'en soient inspirés pour les défis sortilèges. Ah bah oui. Alors, l'aventure. Équipé de pied en cap, votre héros est fin prêt pour partir à l'aventure, mais avant de débuter, le lecteur doit apprendre les règles du jeu afin de pouvoir simuler l'intervention de son héros dans le déroulement d'un paragraphe. En tout cas, le terme de paragraphe, il est acquis. Ça, c'est lecteur-joueur, paragraphe, et on avait quoi? On avait réussi, le terme qu'il utilise, je sais pas réussi arborescent, le terme d'arborescence n'apparaît pas. On a interactivité, on a interactif qui est mentionné.
puisqu'il dit lui-même qu'on va appeler ces livres-là interactifs plus tard. Et il parle de récits parallèles. Il parle de récits parallèles, mais il ne parle pas de littérature arborescente ou autre. Par contre, il fait la comparaison avec comment est-ce qu'il a appelé ça, l'organigramme informatique. Voilà. Les caractéristiques, talents et équipements du héros prennent alors toute leur signification. C'est l'aspect le plus réaliste du livre-jeu. Impossible de creuser une fosse si le héros ne possède pas une pelle ou une pioche. Difficile de combattre un monstre sans arme, de résister aux effets d'un poison sans antidote. Plus ludique, le déroulement d'un combat tient compte des forces respectives des opposants. Mais en définitive, des lancers de dés sont nécessaires pour déterminer si les coups portés par les protagonistes touchent ou non leur cible. L'issue d'un combat est donc la résultante d'une part de hasard et de données objectives. Armes utilisées par les protagonistes, armure portée, talent particulier employé au cours du combat, comme celui d'attaquer un ennemi en se servant de la puissance de son esprit ou d'un sortilège magique. Le lecteur-joueur informé de ces règles peut débuter l'aventure. Un récit introductif, souvent complété d'une carte de la région où il se trouve, ça dépend, allez, à l'époque, en tout cas, ça dépend. Lui permet de prendre connaissance des éléments de la quête ou de la mission qu'il doit accomplir. Troisième partie, donc, livre-jeu. Livre-jeu, un vrai livre. Alors là, il pose la question, il m'intéresse. Sur le plan de la construction, un livre-jeu se compose en moyenne de 200 à 400 paragraphes numérotés. On pourra polémiquer longtemps sur la définition réelle du mot paragraphe, la définition typographique du mot paragraphe, mais soit on sait que quand on parle de paragraphe dans un livre-jeu, on sait qu'on parle de ça, de toute la partie qui est numérotée, même s'il y a plusieurs paragraphes dedans, au sens retour à la ligne et compagnie. La lecture ne se fait pas par ordre numérique, mais selon les indications fournies à la fin des paragraphes, chacun se référant à un autre. Grâce à ce système de numérotation et de renvoi en cascade, le lecteur décide pas à pas de la progression de son héros. Chaque paragraphe lui présente sous forme d'un récit un instantané de la vie de son héros. Intempéries, perception sensorielle du héros, découverte d'un lieu ou d'un objet, rencontres, combats et événements en tout genre constituent l'essentiel des mises en situation du héros dans son univers. Par exemple, tel paragraphe indique que l'odorat du héros est attiré par un fumet des plus délicats, tel autre décrit la soudaine apparition d'une créature monstrueuse. Mais le plus important, c'est que chaque fin de paragraphe propose un choix. Au lecteur de décider lui-même. En reprenant les exemples cités ci-dessus, choisirez-vous de poursuivre votre route ou préférerez-vous vous diriger vers la source d'où provient ce si délicat fumet? Choisirez-vous de fuir ou de dégainer votre épée face à la créature qui se dresse devant vous? La décision prise, le lecteur est dirigé sur un nouveau paragraphe et ainsi de suite jusqu'à réalisation de la quête ou de la mission, à moins que le héros ne finisse prématurément dans un quelconque cul de bas de fosse ou dans l'estomac d'une créature à faim. Alors cette partie-ci, pour moi, elle est un peu moins précise, mais très imagée. Il rentre dans l'exemple plutôt que dans l'aspect théorique. Plutôt que dans le descriptif de la mécanique, il rentre plus dans l'exemple. Voilà. Ça marche aussi. La fin de l'aventure. Au début d'un livre-jeu, le héros n'est jamais sûr de survivre. À chaque décision du lecteur, il risque sa vie. Pièges à éviter, combats à gagner, un soupçon de malice, 2 doigts de courage, un rien d'intuition où vous êtes mort et votre lecture s'arrête. Il vous faut alors rejouer l'aventure avec un nouveau héros. À moins que vous préfériez tricher. Il fait allusion à ce qu'on sait, évidemment. On sait qu'on triche quand on est seul face au jeu, c'est logique. Une sanction difficile à admettre lorsqu'elle se produit au cours du dernier volume d'une série d'aventures jouées avec le même héros. Donc là, il parle de la dureté de la mort du héros, quoi. Qu'on a difficile à admettre, évidemment, les morts arbitraires. Il n'en parle pas en ces termes-là, mais il fait probablement allusion à une mort arbitraire, quelque chose comme ça. Du fait, en tout cas, que le lecteur, joueur, tient à son personnage. Qu'il y a un lien, comme ça, affectif entre le personnage et le lecteur-joueur. Le conte intemporel et universel. C'est là que Gilles Lassagol, lui, fait la comparaison entre le livre-jeu et le conte. Là, je vais essayer de lire
d'une traite sans m'interrompre. Voilà. Les passionnés d'épopées fantastiques, de récits d'aventures et de fables sont en mesure de constater qu'il existe, d'un conte à l'autre, un grand nombre de situations analogues dans la conduite du héros, une constante de la trame des actions. Dans un ouvrage daté de 1928 intitulé Morphologie du conte, Vladimir Prop, philologue slave, professeur de langue et de littérature russe, constatait qu'il existe une stabilité du rôle joué par les personnages dans les contes merveilleux russes. En s'intéressant aux personnages, Prop mettait en valeur une méthode d'analyse des contes et démontrer l'existence d'un canevas identique des histoires héroïques, quel que soit l'univers imaginé. Les récits des livres-jeux n'échappent pas à ces lois de construction. S'ils ne ressemblent pas toujours parfaitement au schéma de déroulement du conte, ils en découlent directement et proposent des variantes plus ou moins originales du même thème. Le livre-jeu est une forme moderne d'expression du conte. Ça, je trouve, un point de vue inédit, intéressant et rarement repris. Les personnages du conte. Héros, antagonistes, donateurs auxiliaires magiques, princesses, mandants et faux héros sont les personnages principaux des contes. Chacun d'eux possède une sphère d'action spécifique et apparaît dans l'histoire à un moment précis. Voici détaillées les fonctions des personnages du conte. Là, ça va être un peu rébarbatif. Je vais vous dire les personnages, les différents archétypes de personnages que Vladimir Prop a établi, a catégorisé donc, dans son étude des contes russes. On a l'antagoniste. Ça peut être le dragon, démon, sorcière, voilà. La liste des êtres malveillants rencontrés au hasard des lectures, des contes est impressionnante. Tous ont une même fonction, lutter contre le héros et poursuivre, le combattre, l'empêcher de réaliser sa quête. Le donateur. Là, c'est le héros qui rencontre par hasard, je vais essayer de résumer pour ne pas... Le héros rencontre par hasard un personnage qui va lui donner un moyen magique, un objet, pour l'aider dans sa quête. Et souvent, il va lui demander un service en retour. L'auxiliaire magique. Là, c'est un personnage... donc ici, on dit que grâce à son pouvoir, le héros réalise sa quête, échappe à la poursuite de l'antagoniste, réussit une épreuve qui lui est imposée à son retour au pays. Ouais, c'est... Et alors à ce moment-là, il y a un animal ou un objet qui fait apparaître une aide. Voilà. Ouais, il dit l'auxiliaire magique est un être vivant à part entière. Bon, c'est vraiment un détail là, je ne sais pas si on a des... Le retour au pays dans le livre-jeu, en général, on finit la mission, et puis après on est content, quoi. On n'a pas cet aspect de retour, on vient de nulle part et on retourne de nulle part, quoi, en général. En 1986, Mario Kart n'avait pas encore cet épipé, ça limitait la triche. Alors, ensuite on a le mandant, donc ça c'est celui qui envoie le héros en expédition. Voilà. On a la princesse, je vous fais pas un dessin de la princesse, on a le héros en tant que tel, et puis on a le faux héros qui suit un parcours parallèle au héros, mais sans aboutir au même résultat. Je suis pas sûr qu'on peut appliquer vraiment chaque fois le livre-jeu à ce genre de grille, mais voilà. J'ai essayé de le faire moi, quand j'ai écrit l'article sur la métamorphose, si vous êtes curieux, allez jeter un œil, mais j'ai essayé d'appliquer sa propre analyse à sa propre œuvre. Ça marchait relativement bien. Le déroulement du conte. Tout conte débute par l'exposé d'une situation. On introduit le futur héros en révélant son nom et sa condition. Parfois, on énumère les membres de sa famille. La première partie du conte présente l'histoire précédant la quête du héros. Elle met en scène le héros et l'antagoniste dans un livre-jeu. Cette partie de préparation du conte est brièvement résumée. La véritable mise en mouvement du conte succède à cette présentation. Deux cas se présentent alors. Le conte naît de l'intervention d'un antagoniste malveillant ou d'un manque ressenti par le héros. Dans le premier cas, l'acte dans l'antagoniste incite à une quête. Voici quelques illustrations issues des observations de Prop, des interventions de l'antagoniste. L'antagoniste enlève quelqu'un, il dérobe un moyen magique, il pille ou saccage la semence de la récolte, il dérobe la lumière du jour, il ensorcelle, il menace un mariage forcé ou l'anthropophagie. Il séquestre, il tourmente la victime la nuit, etc. Le héros est héros quêteur. Il répond à un appel au secours, il obéit à un ordre ou part sans qu'on lui demande. Dans le second cas, la privation est ressentie de l'intérieur par le héros, le manque existe dès le début du conte et incite à une quête analogue à la précédente. Le héros est un héros victime, il n'est pas responsable de son départ, il est banni secrètement, libéré s'il était condamné à mort, etc. Dans tous les cas, le bonheur de la situation initiale du récit est rompu, le malheur ou le manque est annoncé et le héros est envoyé en expédition.
Parti volontairement ou non, le héros rencontre accidentellement le donateur, celui qui va lui donner l'objet, passe avec succès l'épreuve que ce dernier lui impose et entre en possession d'un auxiliaire magique. Enfin, le héros parvient sur le lieu de sa recherche. Toutes sortes de moyens sont utilisés par les héros des contes pour y aboutir. Le héros vole, se transforme en animal pour se déplacer, voyage sous l'eau. Dans les métamorphoses, c'est vraiment ça. Son propre héros, Jack Madrigal, avec l'œuvre de métamorphose, se métamorphose en animaux divers. La lutte s'engage alors avec l'antagoniste, donc en terrain découvert, au cours d'une compétition ou autour de la table par le biais d'une partie de cartes. L'antagoniste est vaincu, le mal ou le manque initial est éliminé, le héros a réussi sa quête. Dans la plupart des contes présentés sous forme de livre-jeu, il y a une queue qui s'est marquée dans le plupart, on verra si la réédition a corrigé. L'aventure s'arrête à ce moment précis. L'action peut toutefois se poursuivre au-delà de la réalisation de la quête, mettant en scène le héros sur le chemin du retour. Le héros poursuivi par l'antagoniste ou ses fidèles, le héros échappant à la poursuite, arrivant incognito dans son pays, devant affronter une épreuve qui dévoilera son identité aux yeux de tous, se démasquant un faux héros, se mariant et accédant au trône. Dernière partie de ce chapitre. Il y a peut-être moyen qu'on la parcourt rapidement. C'est l'évolution et les perspectives du livre-jeu. Donc en 86, qu'est-ce qu'il imaginait, comment il se projetait dans l'avenir du livre-jeu? Évolution. La version moderne du conte proposée par les livres-jeux réunit tous les éléments qui aujourd'hui fascinent la jeunesse. L'aventure est suggérée dès la couverture, les titres sont accrocheurs, les illustrations correspondent à l'histoire et il y a une concordance évidente avec les univers de prédilection des jeunes. Les grandes épopées fantastiques, médiévales ou de science-fiction. Depuis peu, chacun y va de sa nouveauté en matière de livre-jeu et cherche à conquérir un public encore ignorant de cette forme de lecture. Quoi de plus naturel? Le plaisir de tenir un rôle et de participer à une aventure n'est pas réservé à l'usage exclusif d'une tranche d'âge couvrant les périodes de la fin de l'enfance à l'adolescence. La première évolution visible du livre-jeu est donc de proposer des lectures adaptées à une tranche d'âge spécifique. On peut citer, pour les plus jeunes, la bande dessinée dont vous êtes le héros, proposée par le magazine Mickey, la collection Folio Cadet, éditée par Gallimard Jeunesse, le Challenge des Étoiles, la bande des 4, les chasses au trésor de la collection Vive et l'Aventure des éditions Grune, les albums dont vous êtes le héros de Gallimard Jeunesse. Et ça, c'était les albums dont vous êtes le héros. Je me demande si j'en ai pas un avec les énigmes et le carnet d'énigmes. Non, si c'est pas ça. Je ne sais plus. Parce que le terme album, je vais faire la recherche, c'est les albums dont vous êtes le héros. Le terme exact, album, ça m'interpelle, ça. Album dont vous êtes le héros. Je vais le mettre entre guillemets pour être... Non. Voilà, je vais le mettre entre guillemets pour être sûr qu'il me cherche bien cette forme-là avec album. Les albums dont vous êtes le héros. Il ne met absolument rien. À mon avis, je parierais sur un nom qui a changé, qui était prévu pour être dit comme ça, album, mais qui a été remplacé par autre chose. Parce que là, album, ou alors il parle d'album en sens, dans un autre sens, dans un sens qui s'est un peu perdu aujourd'hui, comme c'est vrai qu'on parlait d'album de bande dessinée, peut-être que pour lui, album, je ne sais pas. C'est un livre avec des images, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les BD jeux Astérix arborescentes, ah oui. Alors, aux antipodes de ces lectures enfantines, on trouve la revue New Look, qui édite le premier livre-jeu érotique. Ah ouais. Ou bien les éditions Solar, qui débutent une collection de livres-jeux historiques, dont les 2 premiers volumes vous proposent de jouer à être Napoléon et De Gaulle. Ce mouvement de diversification des lecteurs de livres-jeux provient des États-Unis. Dans son pays d'origine, le livre-jeu s'adresse spécifiquement à toutes sortes de clientèles, allant jusqu'à proposer des récits proches du roman photo. L'héroïne doit mener une quête à l'issue de laquelle elle découvrira son prince charmant. Et ici, entre parenthèses, les Art Quest Books. Au-delà de cette diversification des lecteurs de livres-jeux, les éditeurs proposent dès aujourd'hui des produits inspirés de sa formule, mais modifiant considérablement la façon de jouer. Le principe est toujours de tenir un rôle, mais il n'est plus possible de jouer seul. Chaque joueur possède son livre et tente de vaincre son adversaire. Jeu de combat,
Cette forme particulière du livre a historiquement précédé l'apparition du livre-jeu. Les thèmes de ces face-à-face sont variés. Ils permettent de simuler les combats aériens de la Première Guerre mondiale. Et il cite, vous êtes l'as des as. J'ai pas l'as des as, mais j'ai un autre qui est du même genre, dans un contexte plus fantasy. C'est 2 petits livres en fait dedans. Hein, certains d'entre vous le connaissent déjà, mais d'autres peut-être pas. Voilà, c'est 2 petits livres, donc chacun a un livre. Et quand on regarde l'intérieur d'un livre, c'est une image avec des symboles bizarres en dessous, qui symbolisent les mouvements. En fait, c'est des flèches. On choisit comment le piloter. On pilote en fait le dragon. On a juste remplacé les avions de la Première Guerre mondiale, ou de la Seconde, je sais plus, par des dragons, et on pilote, en fait. C'est exactement pareil, même mécanique. Voilà, sauf qu'on change de décor. Et en fonction du choix du mouvement qu'on fait, on peut se percuter, ou se retrouver à l'arrière, ou sur le flanc, ou etc. Quoi. Voilà. Je n'ai jamais essayé, j'ai jamais pratiqué. Voilà. Mais ça existe. Ça a existé. Du coup, ça a précédé de ce qu'il dit le livre-jeu classique. Voilà, les thèmes de face-à-face sont variés. Ils permettent de simuler les combats aériens dans la Première Guerre mondiale, l'affrontement entre les champions de la gâchette, shérif et chasseur de primes, ou les défis lancés par 2 guerriers chevauchant les dragons. C'est celui que je viens de vous montrer. Gallimard Jeunesse édite ces 3 jeux en France dans une collection intitulée Duel. Du combat au jeu de société, il n'y avait qu'un pas. 2 jeux le franchissent. Tales of the Arabian Night et Détective Conseil. Ce jeu-là est complètement passé dans l'oubli. Tandis que Tales of Arabian Nights, on le voit encore régulièrement passer en photo pour ceux qui, dans le groupe Facebook qui l'ont chopé. Donc le jeu Tales of the Arabian Night présente une synthèse astucieuse du livre-jeu et du jeu de société traditionnel. Le joueur représente un héros de l'univers des Mille et une nuits, déplace son pion sur le plateau de jeu, tire des cartes, lance des dés, gagne ou perd de l'argent et de la renommée, négocie avec les autres joueurs. C'est l'aspect jeu de société. C'est l'aspect jeu de société de ce jeu-là, le site sans arrêt. Utiliser un livret conçu à la manière d'un livre-jeu pour décrire la situation dans laquelle se trouve son héros. Il fait une rencontre, il est attaqué, etc. Et choisir une attitude, c'est l'aspect livre-jeu. Ok. Je l'ai pas, ça, malheureusement. Je l'ai vu un jour dans une boutique, je regrette amèrement de ne pas l'avoir acheté. Franchement, je suis passé devant, je me suis dit, bon, ça m'intéresse pas tellement. C'était il y a longtemps. Je m'en veux. Je m'en veux. Je renie. Le jeu Détective Conseil de chez Jeux des Cartes propose une combinaison subtile du livre-jeu et du jeu logique, du jeu de logique. Un ou plusieurs joueurs prennent connaissance des éléments d'une affaire policière et dans un livret mémoire à l'aide d'un livret annuaire, d'un recueil de journaux d'archives, d'une logique infaillible et d'un soupçon d'intuition. Chaque joueur choisit une piste. Ce choix leur permet de consulter un dossier conçu à la manière d'un livre-jeu et d'obtenir de nouveaux indices. Convaincu d'avoir trouvé la solution de l'énigme, le joueur consulte alors un livret énigme. Les réponses qu'il fournit aux questions posées par ce livret permettent d'établir son score et de le comparer à celui de Sherlock Holmes sur la même affaire. Les heureux mariages réalisés par Tales of the Arabian Night et Détective Conseil précèdent sans nul doute d'autres synthèses de formes de livres-jeux différentes. Jeu de rôle et livre-jeu, wargame et livre-jeu, jeu de connaissances et livre-jeu, pourquoi pas jeu de lettres et livre-jeu. Lui, il voyait, c'est intéressant, il voyait ça comme si on allait mixer les genres avec le livre-jeu. Je pense que 30 ans plus tard, c'est ce qui se passe à certains niveaux. Jeu de rôle et livre-jeu, on a les jeux de rôle solo. Ça existait déjà. Il y avait des scénarios solo. Je sais pas s'il y avait des concepts entiers de jeux de rôle solo au début, dans les années 80. Je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plus connu. On en a parlé. Wargame et livre-jeu, par contre, ça me paraît hautement compliqué à réaliser. Probablement être très coûteux aussi. Jeu de lettres et livre-jeu, bon, ça, je ne sais pas. Peut-être, c'est selon. Il est 20h06. Il est 20h06. Alors, vous savez quoi, j'ai 2 pages. J'ai moins de 2 pages à lire. Donc, je propose qu'on les lise. Jouer, il en restera toujours quelque chose.
Aucun doute n'est possible. En France, le livre-jeu est à l'origine d'un phénomène sans précédent dans le domaine de la littérature pour la jeunesse. Presse, radio, télévision, chacun y va de son couplet sur les raisons du succès des livres-jeux et tous s'inquiètent de l'ampleur du phénomène. Au-delà de l'événement médiatique qu'il suscite et de la passion des lecteurs, les livres-jeux attirent l'attention des enseignants et bien sûr des parents. Le collectif de recherche et d'expérimentation sur l'enseignement du français, le CRESEF, je ne sais pas si ça existe toujours, présente dans une enquête réalisée pour sa revue pratique, ici le numéro 47 de 85, un article consacré au livre-jeu. Avis aux collectionneurs, essayez de vous procurer cet article, le numéro 47 de la revue. Alors, l'étude du livre-jeu, blablabla, rapporte des conclusions très favorables au livre-jeu. La formule semble difficile à utiliser en classe, mais peut être conseillée aux élèves. Donc lui, il voyait aussi le projet pédagogique, l'impact que ça pouvait avoir dans l'apprentissage. Un article de la revue L'École libératrice ajoute aux conclusions du CRESEF que le livre-jeu est une excellente introduction à la notion de séquence pour des élèves de classe de 6e et de 5e. Là, on est en 84. L'opinion des professeurs de français des classes de 3e et de 4e confirme la valeur du livre-jeu comme outil pédagogique. Ouais, 3e et 4e de type français, donc il faudra me rappeler quel âge c'est exactement, parce que moi en Belgique, ça ne marche pas, enfin c'est à l'envers qu'on compte dans l'autre sens. Rien de tel avoue-t-il pour faire comprendre aux enfants les ficelles de l'écriture. Il suffit de les faire lire ce qu'ils font avec plaisir, puis de leur faire réécrire le texte scène par scène. Salut Spartis, salut Sam, je termine. Répandu par le bouche à oreille, conseillé et utilisé par certains enseignants heureux de voir s'organiser dans les écoles les écoles et les lycées de véritables bourses d'échange de livres, le livre-jeu déborde à la fois le plaisir de lire et la passion du jeu. En France, les libraires voient défiler des hordes de lecteurs en quête du dernier volume de la saga de leur héros. Interrogés, ils évoquent leur surprise. Rien ne laissait prévoir un tel déferlement. Les livres s'arrachent. Le livre-jeu fait un tabac. Mais le plus étonnant, disent-ils, c'est que les livres-jeux concernent essentiellement de nouveaux lecteurs, à l'exception des lecteurs de bande dessinée. Du cours moyen à l'université, le livre-jeu est une opportunité d'aborder en douceur le monde de l'écrit. Des propos élogieux qui ne sauraient éluder une question immédiate. Le livre-jeu va-t-il supplanter la lecture du vrai livre? Il fallait qu'il sorte une polémique à la con. À cette question, le responsable chez Gallimard Jeunesse des livres dont vous êtes le héros répond en apportant des éléments objectifs. Ce sera la conclusion de notre chapitre. Au cours des 2 dernières années, depuis le démarrage de nos collections de livres-jeux, aucun ralentissement de la progression des ventes de nos autres collections pour la jeunesse n'a été enregistré. Notre pari sera vraiment gagné s'il est prouvé que le livre-jeu attire au livre de nouveaux lecteurs. Et là, c'est con, ça nous laisse sur notre faim parce qu'on ne sait pas. Il faudrait carrément aller mener une enquête auprès des archives de Gallimard pour savoir si dans les années qui ont suivi la parution de ce livre, et donc ces résultats-là, si les ventes jeunesse de littérature jeunesse ont augmenté avec les livres-jeux, ou s'ils n'achetaient que des livres-jeux. Ça, malheureusement, on n'aura pas la réponse de sitôt, je pense. Et voilà donc pour cette petite intro juste entre nous, cette lecture commentée en tout cas dans sa première partie, un peu moins dans la suivante, de jeux de rôle, tout savoir sur les jeux de rôle et les livres dans le héros de J. Sago. J'ai surtout lu, évidemment, j'ai lu le chapitre intégral sur les livres-jeux. Je rappelle, au cas où il y aurait des arrivées tardives, et puis de toute façon ça fait toujours du bien de le rappeler, je rappelle que le seul livre qui jusqu'à maintenant s'arrachait plus ou moins à prix d'or sur internet se trouve réédité chez Posidonia avec une nouvelle couverture et le texte intégral, entre autres celui que je viens de vous lire ici, voilà. Avis à tous les collectionneurs, à tous les passionnés de la littérature interactive, ou arborescente, ou tout ce que vous voudrez, ou livre-jeu. Procurez-vous cette version rééditée. Hein. Je pense que j'irai la commander aussi
pour le plaisir, hein, pour le plaisir de la voir et d'encourager l'initiative. Hein. Donc, félicitations à Posidonia pour avoir sorti cette réédition, c'est une excellente idée. Et n'oubliez pas la sortie future je vous le remets, Raphaël Lucas, les Enquêtes des livres tant vous êtes le héros, qui est disponible en précommande dans la plupart des magasins, hein, librairies. C'est marrant, on n'a pas, il faut taper, on n'a pas le site de l'éditeur, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, quoi. C'est d'abord la Fnac, Amazon. Non, le site de l'éditeur a rien à battre, quoi. Voilà, il est tout en bas. Voilà. Il y a sa bibliographie, mais il faut aller sur les à venir, je pense, voilà, pour aller voir. Voilà. Enquête des livres d'Antler. Donc, publication très attendue, mais malheureusement, beaucoup trop camouflé, quoi. Il n'y a aucune visibilité de ce bouquin. Bon, voilà, j'en parle. Achetez-le, voilà, c'est ce que je peux dire. Partagez l'info, rappelez-la à tous ceux qui sont passionnés par le sujet. Achetez ce livre. Voilà, tout ce que je peux dire. Raphaël Lucas va-t-il citer l'ouvrage de Sago d'après moi? Bah, j'espère bien, parce que comme première monographie sur le sujet, il aurait tort de ne pas le faire. Je pense qu'il doit au moins je vois pas comment il pourrait ne pas le faire. On verra si se sera procuré aussi les différents articles que Sago et d'autres ont pu écrire à la même époque. On verra jusqu'où il remonte, on verra quel est son objectif. Je sais pas du tout s'il reprendra l'histoire comme on l'a fait depuis Perpète, depuis les années début du siècle passé, etc. Ou bien s'il va aborder un point de vue plus restreint, en parlant des livres dont vous êtes le héros à proprement parler. Je sais absolument pas du tout ce que cache cet ouvrage. Donc on verra, ce sera la surprise. Et bien entendu, je vous en lirai des extraits. Et j'ai eu contact avec l'auteur, j'essaye qu'on s'organise un live où je pourrais l'interviewer. Voilà, j'essaye de mettre ça en place. Donc ça, je peux pas garantir et jurer ça va être fait, mais en tout cas, je peux dire que c'est en construction et que j'essaye. Voilà. Ça, on pourra échanger des avis intéressants sur le sujet. Et en plus, vous serez un public assez extraordinaire, parce qu'il faut quand même dire que ça fait, voilà, c'est le 13e épisode. Vous êtes briefé, vous connaissez le sujet, on a appris des tas de choses ensemble, on construit le jargon, on construit notre savoir sur le sujet, on tâtonne, et on a quand même pas mal insisté sur l'histoire, sur les origines, sur les littératures surréalistes et tout ça, donc je pense on a du bagage, et je pense qu'on aurait tort de se priver d'un entretien, d'un débat avec ce gars, avec Raphaël Lucas, parce que je pense qu'on a chacun à apprendre de l'autre, parce que je pense pas que lui avait connaissance de ce qu'on fait, je pense pas qu'il était en contact avec toute la sphère du livre-jeu, je ne sais pas. J'ai été surpris que c'était tellement discret cette parution. On me dit putain, ça sort d'où ce machin. Voilà, donc ce serait cool qu'on se rencontre et qu'on partage, voilà, qu'on en parle, quoi. Faudra qu'on se tienne bien sur le chat. Mais non, soyez vous-même, soyez vous-même. Eh bien, nous allons tout doucement bifurquer, hein, bifurquer vers la scène de jeu de rôle. Je vous dis merci à tous et toutes d'avoir participé et d'avoir écouté cette petite intro juste entre nous sur le thème de Sago, de son bouquin réédité chez Posidonia. Merci à vous d'avoir été là. Merci encore d'avoir participé. Et à la prochaine, à lundi prochain, pour une prochaine séance, pour une prochaine petite intro entre nous. Je ne sais pas encore exactement sur quoi, mais je vais essayer de me driller et de vous fournir l'info avant le jour même, avant l'après-midi, le soir du stream. Hein, je vais essayer de faire un effort, mais je vous garantis que c'est pas facile. Pour le moment, c'est le rush tous les jours, donc c'est compliqué. Je vais essayer. Je promets rien, mais je promets d'essayer.